Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Roland. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Nous allons démarrer avec la politique. Hugues Hector Zogo. Dynamisme Info titre ce matin. Présidentielle de 2026. Inévitable rapport de force entre Talon et Yayi. Vous savez qu'on a commencé par parler du rapport de force entre l'actuel chef d'État Patrice Talon et l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi, depuis pratiquement 2016. 2016 où il y a eu évidemment les élections présidentielles où les deux acteurs se sont retrouvés. L'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi, avec son dauphin d'alors, je veux parler de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, contre l'homme d'affaires de l'époque présidentielle Patrice Talon, qui plus tard s'est retrouvé élu. Alors, quand ils ont eu la chance de finir ce premier duel politique, il y a eu en 2021 les élections présidentielles qui ont été encore au rendez-vous parce que 5 ans après, le peuple béninois a été encore invité à se rendre aux urnes et travailler à faire élire celui en qui il croit pouvoir confier les destinées de son pays. Et là encore, Patrice Talon est parvenu quand même à tirer son épingle du jeu et donc à obtenir un second mandat constitutionnel. Mais juste après, on s'est rendu compte que l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi, qui avait pris l'engagement à un moment donné de se retrouver dans une posture d'un pasteur pour conduire ses brebis, a simplement préféré reprendre le devant de la scène. Certains ont même pensé à un instant qu'il allait se retrouver comme troisième personnalité de notre pays en tant que président de l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas encore été le cas, mais la posture qu'il occupe aujourd'hui fait que, inéluctablement, pour les élections générales de 2026, quoi qu'on dise, le grand défi va encore se poser, voir deux leaders politiques s'affronter, l'un se retrouvant à défendre son bilan, que ce soit pour le premier quinquennat comme le second quinquennat, et l'autre voulant sans aucun doute chercher à faire de la vengeance politique et parvenir à arracher le pouvoir d'État des mains de celui à qui il a transmis ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le docteur Thomas Boni Yayi se retrouve à la tête du grand parti politique qui est consacré à l'opposition, je veux parler des démocrates. Et donc, le rendez-vous inéluctable, c'est pratiquement 2026. Qu'est-ce qui va concrètement se passer? On va peut-être attendre les prochains mois pour mieux être certain, parce que chaque camp de son côté est en train de travailler, est en train d'affûter les armes pour pouvoir gagner les élections. Donc pour moi, le journal le Dynamisme Info, à travers ce titre, nous renvoie quand même à ce grand rendez-vous, parce que non seulement 2026 va se retrouver être une année charnière d'élections, mais ce ne sera pas que les élections présidentielles. On va se retrouver avec les élections législatives, on va se retrouver avec les élections communales également. Et c'est celui qui aura eu la chance de convaincre l'électorat béninois qui, sans aucun doute, va tout rafler, que ce soit pour le compte des élections présidentielles, que ce soit pour le compte des élections législatives ou pour le compte des élections communales. C'est pas comme vous partez pour les élections présidentielles, vous les gagnez et systématiquement
c'est le candidat, ou c'est le parti, je vais dire, qui n'a pas eu la chance de voir son candidat élu, qui travaillerait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc les cartes sont assez ouvertes. Patrice Talon n'essayera pas de laisser le pouvoir d'État. Il va forcément travailler pour que son dauphin, qu'on ne connaît pas jusqu'à la date d'aujourd'hui, puisse parvenir aussi à gagner ces élections présidentielles. De l'autre côté, au niveau de l'opposition, vous savez, il y a eu plusieurs réformes que Patrice Talon a pu mener en tant que chef d'État et ce n'est toujours pas aisé pour un président ayant travaillé à des réformes de se faire réélire. Donc, il y a eu des mécontents. Ces mécontents-là, aujourd'hui, l'opposition doit sans aucun doute surfer dessus. Maintenant, le grand défi aussi, c'est le niveau auquel Patrice Talon a travaillé à faire emmener notre pays. Beaucoup vont se dire, est-ce qu'il faut laisser cette dynamique-là, même si on reconnaît qu'il y a peut-être un certain nombre de failles, il y a quand même une certaine volonté manifeste qui est affichée. Est-ce qu'il faut reculer à l'ancien mode de gouvernance du docteur Boni Yayi, par exemple? C'est une grande équation à laquelle le peuple béninois doit pouvoir trouver solution. Roland Tonaitis. Oui, moi je situerai le rapport de force déjà avant 2016. Parce que le rapport de force entre Boni Yayi et Patrice Talon a commencé autour de septembre 2012. Cette période qui, quand le veuille ou non, a contraint l'homme d'affaires Patrice Talon à aller en exil. Et vous savez très bien que quand même Boni était président de la République, cette situation n'avait pas été du tout facile pour lui à gérer. On a les différentes affaires de tentatives, mais plus loin, vous allez comprendre qu'à l'époque, on parlait d'une certaine télécommande de Paris, qui quand même, de Paris, essayait de commander les acteurs politiques et qui rendait la tâche difficile au président en exercice Boni Yayi. Et puis, cette situation, on a observé ça jusqu'en 2016, où Boni Yayi s'est vu obligé de remettre le pouvoir à celui-là qui, en griffe, était devenu son ennemi juré, lui qui était quand même son ami, et qui a contribué à ce qu'il soit élu président en 2006. Donc quand on regarde ça, je crois qu'en 2016, il y avait une situation, Boni Yayi président en exercice, mais qui était à la fin de son mandat, et avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce que la télécommande avait pu réussir à gérer sur le territoire, c'est que malgré les discours, malgré les appels à ne pas voter pour Patrice Talon, quand même les gens sont allés voter pour Patrice Talon, qui s'est retrouvé au second tour et pour battre le candidat de Boni Yayi. Alors, mais de 2016 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu véritablement un rapport de force? Je pense qu'il n'y avait pas eu rapport de force de 2016 à aujourd'hui parce que, vous savez, d'aucuns vous diront que oui, Boni Yayi a eu à poser des actes, peut-être qu'ils l'ont rattrapé, ou bien peut-être il a tenté d'avoir un peu de sentiment, et en politique, il n'y a pas de sentiment. Et ce qui fait qu'il s'est retrouvé entre le pouvoir à son ennemi juré, en griffe, et Patrice Talon au pouvoir de 2016 à aujourd'hui, en réalité, le jeu était déséquilibré parce que son mode de politique n'est pas le même que celui de Boni Yayi. Il a réussi à mettre en place des stratégies, des systèmes pour continuer à gagner les élections jusqu'en 2023. Et donc, quand on regarde ça, le rapport de force maintenant, pour moi, revient en 2026. Pourquoi? Parce que Boni Yayi n'est plus candidat. Patrice Talon également ne sera plus candidat. Et d'ailleurs, vous allez voir que même dans la famille de la mouvance présidentielle, ceux qui ont de l'estime pour Patrice Talon n'auront pas forcément de l'estime pour le candidat que Patrice Talon va proposer. On a vu le cas en 2016 avec Boni Yayi, qui, quand bien même les gens l'aimaient, il lui fallut qu'il amène Lionel Zinsou et que quelques personnes disent non, c'est Yovo, c'est l'envoyé de la France, c'est la néocolonisation. Et ce discours a créé un problème pour Lionel Zinsou. Et d'ailleurs, quand vous regardez le débat entre les deux candidats, Lionel Zinsou et Patrice Talon n'a pas hésité à dire à Lionel Zinsou si ça se fait là-dessus, en lui disant qu'il ne connaît pas le Bénin. Et donc, il y a cette situation. Donc, est-ce que le candidat de Patrice Talon en 2026, son dauphin, aura les mêmes chances que lui s'il était dans la course pour aller aux élections? Et donc, j'estime que oui, là maintenant, il revient.
c'est un véritable rapport de force parce que le président qui a fini, qui ne peut plus être candidat d'ailleurs, et celui qui a fini depuis, les deux vont proposer des candidatures pour leurs différents courants politiques et les candidats vont s'affronter et il reviendra à chacun d'eux de son côté de se battre véritablement. Donc j'estime qu'aujourd'hui, oui, c'est un rapport de force inévitable en ce sens qu'aujourd'hui, le combat se passe entre deux personnes qui ne sont plus candidates parce que 2021, Patrice Talon était candidat et il y a quand même l'estime de certains électeurs, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont favorisé, l'ont quand même arrangé dans une certaine mesure. Il est encore au pouvoir, tout comme Boni Yayi en 2011, 2010. Tout ce qu'on a dit sur Boni Yayi, affaire d'Anyivo, avec les affaires, vous vous rappelez de cette affaire ici des services, et pourtant, Boni Yayi a réussi à gagner les élections en 2011 en tant qu'avec avec ce chaos historique qu'on lui connaît. Donc, 2021, pour moi, n'était pas un baromètre pour estimer qu'il y a un rapport de force parce que celui qui est au pouvoir a toujours un avantage qui l'arrange dans une certaine mesure. Donc, je pense que oui, tout comme Dynamisme Info, 2026, c'est un rapport de force. Les deux vont travailler à proposer des candidatures, notamment le Parti des démocrates et notamment la mouvance présidentielle constituée de l'UP Le Renouveau, le BR, Moël Bénin, Renaissance nationale et autres. Donc, est-ce que véritablement, ça va être une revanche de Boni Yayi sur Patrice Talon, à qui il a confié, il a donné le pouvoir, remis le pouvoir en 2016, ou bien ça va être une continuité pour la victoire du camp de Patrice Talon, attendant de voir. Nous allons retrouver le quotidien L'Indépendant. L'Indépendant qui parle du relevé de décision de la direction exécutive nationale du parti UPR, Oswald Omeki suspendu et destitué du parti. Je dirais tout simplement que c'est le contraire qui pourrait étonner Hector Zogo. Le contraire pourrait étonner, moi non. Moi non, parce que je me dis, un citoyen qui se retrouve derrière les barreaux n'a forcément pas perdu le droit d'appartenir à un parti politique. Parce que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Et donc, vous pouvez vous retrouver, par exemple, derrière les barreaux, donc en prison, et continuer par avoir de l'amour, je vais dire, pour un parti politique. Vous pouvez continuer par exemple, développer un certain nombre de principes du parti. Donc, est-ce que ça aurait pu être la chose qui allait normalement surprendre plus d'un? Pour moi, pas forcément. Et donc, je me dis aujourd'hui que cette décision dans laquelle on se retrouve et qui fait que l'Union progressiste, le renouveau, est en train de faire partir, je vais dire de droit, l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, de ce regroupement politique appartenant à la mouvance présidentielle. Je me dis que c'est forcément parce qu'ils se disent 20 ans de prison, 20 ans après, c'est pas évident qu'ils travaillent encore à se retrouver en politique. C'est pas évident. Or, il peut bel et bien quitter la prison, revenir sur la scène politique, même si ce n'est pas lui-même qui doit pouvoir se faire élire parce qu'il aurait perdu ses droits sur ce coup-là. D'une manière ou d'une autre, il peut travailler à faire élire d'autres leaders. Donc pour moi, c'est une question assez sensible et il faut prendre beaucoup de réserves par rapport à la démarche de l'Union progressiste de renouveau. Maintenant, quand je vois que c'est un parti qui est de la mouvance présidentielle, je dis a priori oui. A priori oui au regard de tout ce qui a été reproché au niveau de la justice à l'intéressé. Parce que le parti ne va forcément pas se retrouver dans ces éléments-là. D'ailleurs, ils l'ont signifié à travers plusieurs communiqués de presse. Maintenant, on va voir la suite.
parce que le processus continue. Le processus continue. Déjà, il y a le Bureau national qui a fait des orientations. Maintenant, après les orientations du Bureau national, on verra quelle sera la suite que ce dossier-là va prendre les prochains jours. Voilà. Roland Tonelli-Kes. Je pense que cette suspension est la suite logique de toute la position observée par le parti L'Union Progressive et Renouveau. Quand on a évoqué ce dossier d'atteinte à la sécurité de l'État, on a vu les différentes sorties, en tout cas les communiqués du parti. Et donc, quand on prend cette posture et qu'on condamne un fait, et qu'il en arrive que ceux qui ont été les mises en cause dans ce dossier sont condamnés, là, normalement, des choses veut qu'on les suspende en même temps. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que quand vous allez en prison, parfois, je ne sais pas si ce qu'on leur reproche, la situation pour laquelle ils sont condamnés, est-ce que véritablement ça leur fait perdre leur droit civique? Je crois qu'on doit fouiller ça pour voir. Mais je pense que dès lors que vous allez en prison, encore que c'est 20 ans, c'est possible qu'ils perdent leur droit civique. Bon, mais le débat n'est pas là véritablement. Le débat, c'est, oui, est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal de les suspendre? Je pense que c'est une suite logique. Et c'est une démarche administrative. Vous soutenez un chef de l'État, vous avez un militant qui est impliqué dans un dossier d'atteinte à la sécurité de l'État, on parle de coup d'État, et ces personnes ont été condamnées, notamment votre militant a été condamné, il fait partie des responsables de votre formation politique, il est condamné à 20 ans de prison. Le silence sur une suspension ou non de Ozodimaki Domeki peut s'apparenter à une politique d'hypocrisie. Donc je crois que c'est une suite normale. On comprend. Et si Olivier Bokoy également était membre d'une formation politique, normalement, il devait être sanctionné. Ils peuvent être sanctionnés, ils peuvent maintenant faire des recours pour dire non, attention, vous ne pouvez pas me sanctionner sur la base de tant. En réalité, ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc, il revient à Ozodimaki Domeki de saisir son parti pour dire, écoutez, non, ce n'est pas encore fini, vous ne pouvez pas me sanctionner comme ça. Bon, maintenant, l'autre chose c'est qu'à un moment donné, il peut être amnistié, il peut être gracié. S'il n'a pas daigné faire appel, vous pensez qu'il, après qu'on l'ait déni de ses fonctions au sein du parti, il reviendra vers le parti pour se justifier, pour pouvoir rester à son poste? Ne pas faire de d'appel au niveau de la justice ne peut pas être comparé au fait Justement. Parce qu'au niveau de la justice, les conditions dans lesquelles ils ont été jugés, ils ont dénoncé. Je suis d'accord. Ils estiment que faire appel, ce serait vain, en réalité, pas la peine de continuer. Mais justement, pour le parti politique, ils sont quand même membres du parti politique, ils ont contribué à mettre sur pied ce parti politique, ils sont membres fondateurs, ils ont le droit de dire, attention, au-delà de ce que j'ai avec, le problème que j'ai avec le chef de l'État, parce qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a jamais dit que le chef de l'État est membre de l'UP et Renouveau. Donc, ils se sont mis ensemble pour créer le parti, pour soutenir un homme qui a gagné les élections. Et donc, il lui revient de demander à son parti, écoutez, je ne suis pas d'accord, sur la base de ce que je suis membre fondateur et sur la base de ce que c'est un candidat que nous avons tous porté, c'est avec lui que j'ai un problème, je pense qu'au-delà de tout, vous deviez revoir votre position. Bon, maintenant, il revient à son parti. Et puis après, vous savez, rien ne dit qu'il fera 20 ans en prison, parce que quand même, c'est des faits politiques et on sait très bien qu'à un moment donné, il peut arriver qu'un chef d'État vienne au pouvoir, décide de les gracier ou les amnistier. Ça peut être même le chef, ça peut être le même chef qui est là, qui décide de les amnistier, de gracier. Et donc, à un moment donné, il peut retrouver encore leur droit civique, ils peuvent demander à être réintégrés dans les formations politiques. Et donc, pour le moment, je pense que cette sanction est vraiment logique et ça fait partie du processus administratif pour quand même régler les choses, pour montrer clairement que le parti est dans la même dynamique du début jusqu'à la fin. Voilà, nous allons rester avec le quotidien L'Indépendant qui parle qui dévoile les mémoires du Nicéphore Dieudonné Soglo. Vers le miracle béninois, Nicéphore Soglo dévoile ses mémoires. Hugues Zogo. Oui, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, nous a permis de découvrir ses mémoires qu'il a intitulées « Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie ». Et c'est en fin de semaine que nous avons eu droit à la présentation de cet ouvrage-là au public béninois. Et je crois que cette initiative de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo,
vient à point nommé, à un moment où on était en train de célébrer les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Et au regard du rôle qu'il a joué au niveau de cette conférence des forces vives de la nation, et vu qu'il a été aussi le premier chef d'État élu de façon démocratique au lendemain donc de cette conférence nationale, c'était assez important quand même qui nous permette de comprendre tout ce qui s'était passé dans les couloirs. C'était aussi important pour la postérité de permettre à ce que nous puissions nous faire une idée de comment est-ce que la période de crise a été gérée, par exemple, par l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, paix à son âme. 1989, on se retrouvait avec un taux de croissance de moins 3%. Et par quel miracle le président Soglo a travaillé pour que, en 1995, on puisse passer d'un taux de croissance de moins 3% à plus 6%. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, cet ouvrage aujourd'hui nous permet de comprendre un peu toutes les stratégies que le président Nicéphore Soglo a pu mettre en place. Comment est-ce qu'il a pu travailler aussi avec des cadres béninois? Parce que dans cet ouvrage-là, il a pu ressortir cet aspect très important. Ce n'est pas des expatriés qui ont travaillé avec lui, mais c'est plutôt des nationaux, des citoyens béninois qui ont travaillé avec lui. Et ce sont ces mêmes citoyens-là qui lui ont permis de faire basculer ce qu'on pourrait appeler le néant ou le vide de 1989 au bond extraordinaire de 1995, pratiquement à la fin de son mandat. Le seul d'ailleurs qu'il a eu. Il est revenu d'ailleurs déçu pour parler un peu de comment est-ce qu'il n'a pas pu avoir un second mandat constitutionnel. Et quand il parle de miracle béninois, je trouve que le titre est assez évocateur. Parce que déjà, à la cérémonie de lancement, on a pu vivre ce miracle-là. On a pu vivre ce miracle à travers la présence des différentes personnalités. 2 anciens chefs d'État, lui-même, et le docteur Thomas Boni-Yahi, 2 anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant participé aux travaux préparatoires et même à l'animation de la vie politique au lendemain de la conférence nationale. Je veux parler de Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, et du professeur Théodore Olo. Et mieux, il y a eu également la présence de 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale qui, visiblement, ne partagent pas aujourd'hui la même lecture politique que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, mais qui ont été présents pour le soutenir. Ça, c'est ce que nous avons de cher, en fait, au Bénin. Nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses sur le plan politique, mais quand il s'agit de la démarche fraternelle, les Béninois sont forts. Et c'est en cela que je salue cette démarche-là des anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou et Kola Oleyi, qui se sont déplacés, accompagnés par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Et le gouvernement béninois aussi s'est fait représenter à cette cérémonie-là. Le gouvernement béninois s'est fait représenter. Il y a le ministre Jean-Michel Abimbola, qui se retrouve être le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui a pris officiellement la parole au nom du gouvernement béninois. Et quand vous suivez son discours, vous posez la question de savoir, moi en tout cas, de par ma posture, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est du même président Nicéphore Soglo dont j'ai toujours entendu parler il y a quelques 2 ou 3 années en arrière, ou d'une autre personne? Parce que vous voyez un ministre venu représenter de manière officielle le gouvernement à cette cérémonie de lancement officielle, mais qui n'a pas manqué d'éloges vis-à-vis de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. C'était extraordinaire. Il faudra que nous ayons de ce genre d'occasion pour découvrir la force de la fraternité qui règne au sein de notre pays, le Bénin. Et je crois que ce sera l'occasion pour nous de pouvoir
désamorcer un peu la tension politique dont on parle bien souvent dans notre pays et que nous puissions continuer par nous serrer la main, comme on le dit. Et ce serait dangereux si je ne puisse quand même notifier qu'il y a eu la représentation aussi d'éminentes femmes ayant occupé des postes de responsabilité élevés dans notre pays. Je veux citer par exemple Kouburat Hosseini, je veux citer par exemple l'ancienne directrice de cabinet de l'ancien président de la République, Mathieu Kérékou, je veux nommer Madame Célestine Zanou, qui aussi s'est retrouvée à cette belle cérémonie-là. Donc pour moi, cet ouvrage, à travers la cérémonie de dédicace à laquelle nous avons eu droit, doit être source de paix pour notre pays, que les acteurs politiques continuent de se donner la main, que les acteurs politiques continuent de transmettre à la génération montante. Et quand je parle de la génération montante, je parlais par exemple de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondeté, et je parlais de l'honorable Guy Dossou Mitokwe, qui aussi ont été présents et qui n'ont pas manqué de partager leur point de vue. Vous sentez qu'il y a une certaine fierté de voir aujourd'hui un ancien chef d'État à 93 ans parler de son parcours et parler aussi de l'avenir politique de notre pays. Donc c'est un ouvrage sans aucun doute que beaucoup de Béninois vont prendre du plaisir à lire, surtout ceux qui aiment l'économie, parce qu'il y a suffisamment de statistiques, il y a suffisamment de données économiques. Comment est-ce que le Bénin peut être relevé encore à un niveau plus élevé? Je crois que c'est une chance pour nous. Roland Nicaise. Oui, je crois que Nicéphore Dieudonné Soglo, notre pépé national, qu'on le veuille ou non, demeure une fierté pour le Bénin quand même. Je crois que quand on regarde son parcours et l'homme de paix qu'il a été, même au-delà des phrases qu'on lui connaît en quelque sorte, c'est quand même un homme qui a la tête sur les épaules. Quand vous regardez la période de 91 à 96, aujourd'hui, quand vous regardez ça, ce qu'il a pu faire à la tête du Bénin, notamment, n'oubliez pas que quand on parle de modernisation de la ville de Cotonou, ça a commencé véritablement par lui, qui avait amené les pavés. Et après, on lui a dit que ces pavés maintenant doivent. Et pourtant, tout est parti de lui. Et quand on regarde comment il a redressé l'économie béninoise, quand on voit les différentes actions qu'il a posées, et notamment, Hugues Hector fait bien de le préciser, il a travaillé avec les Béninois pour remonter la pente. Donc pour vous dire que est-ce qu'on a forcément besoin d'aller chercher les compétences ailleurs? Les compétences, on peut bien les trouver chez nous, en griffe. Alors, quand on regarde ça, et puis après, vous voyez un peu, il doit faire l'unanimité en ce sens que il maîtrise les différents acteurs que nous avons au Bénin, que ce soit de l'opposition, de la mouvance. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, même s'il a été opposant farouche d'un certain régime, le régime de Mathieu Kérékou, où Célestine Zanou était directrice de cabinet, il a été opposant farouche. Il a été opposant farouche de Boniaï, au-delà de tout. C'est que le monsieur, l'homme, est resté égal à lui-même. Ses convictions, il les assume. Il les assume jusqu'au bout. À la fin, il peut changer, il peut décider de changer de camp. On a pu voir combattre Boniaï tout le temps, et puis après devenir soutien de Boniaï pour soutenir Lionel Zissou, on comprend. Et donc, nous sommes à la veille d'une élection. N'oubliez pas aussi que la réalité veut qu'on se rapproche même de ceux qu'on a combattus hier, parce qu'on sait très bien qu'entre lui et le pouvoir en place, ce n'est pas aussi facile que ça. Et sachant très bien que quelqu'un de Porte-Nouveau est en train de montrer les signaux d'une éventuelle scission, c'est qu'à un moment donné, de l'autre côté, il faut quand même chercher. Parce qu'il vaut mieux faire l'addition et la multiplication plutôt que de chercher à faire la division et la soustraction. Donc, Nicéphore Soglo aussi, écoutez, il a toujours son mot à dire. On a pu voir le rôle qu'il a joué dans les élections de 2016, n'eût été ce sursaut patriotique qui, pour un peu dire ce qui s'est passé, ce que nous avons pu constater, je crois que véritablement, attention, je faisais une confusion. C'est Lionel Eliade qui avait soutenu Lionel Zissou et le papa avait soutenu Patrice Talon. Et on a vu dans la balance que ça a été. Et son discours reste un discours assez franc. Quand il veut parler, il vous dit les choses telles qu'il les pense. Et je crois qu'aujourd'hui, nul n'a besoin de rester loin de Nicéphore Soglo. Alors, dans son livre, le contenu du livre, j'ai pu lire quelques pages, je peux vous dire que véritablement, il nous montre le chemin du développement. Quand il parle vers le miracle béninois, c'est pour vous dire qu'en réalité, le miracle est possible.
Au Bénin, le miracle est possible. Aller au développement, c'est possible. D'ailleurs, Patrice Talon, président du Bénin depuis 2016, nous a montré, à travers les infrastructures, les grands travaux, que c'est possible de travailler à développer autrement ce pays. Et cela doit interpeller tous ceux qui aspirent à être président à partir de 2026. Ce livre, je pense que doit être un bréviaire pour les prochains candidats à la présidentielle de 2026, pour qu'ils comprennent que nous avons de la matière dans notre pays, nous avons des valeurs dans notre pays, nous avons des compétences sur lesquelles nous devons nous baser pour construire ce pays. Et puis après ça, il faut quand même cultiver les qualités de l'homme qu'est Nicéphore Diodène Soglo. En 1996, il peut décider, il pourrait quand même, c'est vrai qu'on a vu les cassés du régime de Mathieu Kékou qui était parti, qui sont revenus en bloc, soutenu le général Mathieu Kékou, étant de l'armée dans une certaine mesure, fait des pieds et des mains pour que Mathieu Kékou reprenne le pouvoir. Lui étant un civil, comprenant un peu les conditions dans lesquelles il a été président de la République, il n'avait pas pris toutes les cartes en main. Encore qu'à l'époque, il y avait des problèmes avec les pays frontaliers, le Togo avec Yadema, avec le Nigeria, avec le Niger également. Donc, l'un dans l'autre, toutes ces situations mises dans la balance n'ont pas été favorables pour lui. Il avait déjà des problèmes dans la sous-région avec les chefs d'État de la sous-région. Et puis, à cela s'ajoutaient les acteurs politiques qui ont fait le PRPB, qui sont revenus en force pour dire non, attention, quand vous suivez le témoignage de Albert Evoisier, il a été clair, il a envoyé un message au général Mathieu qui était dans la Takora en train de se reposer par le médecin de son épouse. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont les mêmes qui ont désavoué le général à un moment donné, qui sont allés le rechercher. Et donc, lui étant un technocrate fin qui a eu la chance de gagner les élections en 1991, avait-il les leviers en main de continuer. Donc, mais au-delà de tout, en tant que chef d'État, il pouvait quand même mettre en place des stratégies, créer des situations, mais au-delà de tout, il a crié mascarade, il a fumisterie, vous vous rappelez de ces mots-là, c'est lui qui était le premier à les utiliser quand même. On n'oubliera jamais ça, mais il est resté quand même homme de paix. Il a son discours, mais jamais on a vu, en dehors de l'épisode de 2019 où on les a vus à Tokwa avec Boniaï et son épouse Feu Rosine Vieira Soglo, où ils ont été gazés, vous avez vous rappelé ceci. Sinon, en réalité, dans les cas de violence au Bénin, à aucun moment on a cité son nom. Il a des discours assez tranchés. Il est clair, il assume ses convictions, mais jamais des actes de violence attribués à Nicéphore Diodène Soglo. Donc, tout chef d'État ou ancien chef d'État doit pouvoir travailler à cultiver ces valeurs-là. Mais je pense que ce livre qui sort maintenant doit être un bréviaire également pour toute personne qui aspire à être président de la République du Bénin. C'est très important. Voilà, nous allons poursuivre et rester dans la dynamique des 35 années de la conférence nationale des forces vives de la nation. L'Église catholique appelle à la préservation d'un héritage historique. Hugues-Hector Zogo. Oui, la conférence nationale, c'est un héritage historique pour non seulement le Bénin, mais pour l'Afrique de l'Ouest en général. Parce que vous savez, tout est parti du Bénin. Mais après le Bénin, il y a eu d'autres nations également qui ont tenté de faire le même exercice, mais qui n'ont forcément pas réussi. Pas forcément réussi. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir quel est le regard que le peuple béninois, à travers ses acteurs politiques, porte sur essentiellement les actes de la conférence nationale. Parce que quand on demande de préserver quelque chose, c'est inéluctablement pour arriver en fait à préserver ce qu'on a comme décision ayant été prise au cours de ces travaux-là. Et 35 ans pratiquement de la conférence nationale, vous savez, au cours de ces 35 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a le vestige PLM à Léguio aujourd'hui qui est en train d'être modernisé. Beaucoup auraient souhaité, par exemple, que ce temple de notre démocratie soit conservé à l'état initial et que cet espace-là puisse en réalité se retrouver être un lieu de pèlerinage spirituel pour tout acteur politique,
devront assumer un poste de responsabilité dans notre pays. Mais les réflexions se poursuivent pour qu'on puisse savoir finalement à quoi cet espace-là pourra effectivement servir. En 35 ans, on a pu découvrir aussi que malheureusement la jeunesse n'a pas été, la jeunesse de notre pays n'a pas été pour autant outillée sur ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est la faute... ne maîtrise pas l'histoire. Oui, la jeunesse ne maîtrise pas l'histoire. Et ça, c'est la faute à notre système éducatif. C'est la faute à notre système éducatif parce qu'on ne peut pas avoir organisé une conférence aussi importante qui ait pu éviter tout bain de sang à notre pays. Je me rappelle de cette phrase assez forte de Monseigneur Isidore de Souza. Paix à son âme, plaise à Dieu qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Donc, effectivement, cette conférence nationale, elle s'est déroulée pratiquement en 10 jours, mais sans effusion de sang. Personne ne pouvait s'y attendre parce que c'est quand même un général qui se retrouve au pouvoir. Un général qui a l'armée à disposition et donc qui pourrait à tout moment demander à ce que les troupes se mettent à mater les populations. Il a été même dit, suivant un peu le parcours du général Mathieu Kérékou, que des pierres lui ont été lancées. Et pourtant, à aucun moment, il n'a demandé à ce que l'on puisse tirer sur les citoyens béninois. Tout ça, en réalité, constitue la force de notre histoire, qu'on doit normalement transmettre à la génération montante. Mais malheureusement, ce n'est pas encore intégré dans notre système éducatif. Donc aujourd'hui, quand l'Église catholique demande à ce que nous puissions effectivement redonner du sens à cet héritage national, je trouve que ce n'est pas que le combat de l'Église catholique, c'est le combat de tout le peuple béninois. Nous devons connaître notre histoire, savoir quel est le rôle que tel ou tel acteur a pu jouer au cours de cette conférence nationale et comment est-ce que nous sommes partis de la révolution du régime marxiste-léniniste pour nous retrouver à l'opposé avec le régime démocratique. Est-ce que, en prenant par exemple tout ce qui a rapport à la révolution, est-ce que tout a été mauvais? C'est en voulant apprendre l'histoire que nous allons pouvoir mieux comprendre ça, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la conférence nationale, personne ne veut même plus aller en arrière pour se dire, mais et avant la conférence nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qu'on amenait par exemple à Segbana et qu'on tuait, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyens béninois, nous pouvons citer tous les noms de ces personnes-là qui sont passées de vie à trépas au niveau de Segbana? Quand on parle de Segbana, qu'est-ce que ça représente effectivement dans la conscience collective des Béninois? Donc voilà autant d'interrogations qui doivent nous permettre aujourd'hui de rebondir. Vous avez vu, il y a quelques années, je vais dire 3 ou 4 ans en arrière, ce n'est pas forcément la chose des pouvoirs publics, encore moins des acteurs politiques. Mais aujourd'hui, tous ont compris que la survie de la paix dans notre pays, le soubassement même, c'est de toujours retourner à la conférence nationale. Et il y a, je vais dire, toute une âme qui se retrouve à porter cette démarche-là et qui nous transmet la paix toutes les fois où nous parlons de conférence nationale. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse retravailler à ce symbolisme de notre pays et qu'on se dise, ce n'est pas une affaire politique, mais c'est une question d'engagement citoyen. Tout peuple qui n'arrive pas à travailler à son histoire est appelé à mourir un jour. Roland Tonenquès. Moi, je commencerai par dire quand même qu'il faut remercier l'Église catholique qui est restée depuis 90 gardienne du temple. Hein. Quand vous regardez les différentes situations qu'on a connues, même sous Nicéphore ou sous Mathieu Kérékou, sous Boniaï, l'Église catholique est restée
égale à elle-même, et gardienne du temple, en rappelant aux différents acteurs la nécessité de préserver les acquis démocratiques. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous savons très bien que les fondamentaux issus de la conférence nationale sont ébranlés. Sous Boni Yayi, on a pu voir les différentes fois où ces fondamentaux étaient ébranlés, sous Mathieu Kékou également, et maintenant sous Patrice Talon. Et donc l'Église catholique qui monte chaque fois au créneau pour dire attention, attention, là où nous allons, ce n'est pas bon. Nous venons de loin. Nous avons connu des situations par le passé et nous ne voulons pas revenir en arrière par rapport à cette situation. À partir de 90, pardon, 91, un nouveau Bénin est né et donc comprenez que nous sommes dans une nouvelle dynamique, on ne veut plus vivre les situations du passé. Je crois que pour ça, quand même, il faut continuer à remercier l'Église catholique et souhaiter, même si l'Église catholique a été vilipendée à un moment donné par certains courants, on a pu voir, hein, sous même le général Mathieu Kékou, sous Boni Yayi, et maintenant également, plus récemment, notamment sur la question du code électoral, le colloque, on a vu comment l'Église catholique a été vilipendée, mais les gens oublient rapidement que c'est l'Église catholique qui, quand même, à un moment donné, a joué le rôle, même si, vous savez, quand vous regardez l'avènement de chaque homme au pouvoir, je prends Boni Yayi, à un moment donné, l'Église catholique a pris des responsabilités, a joué un rôle assez prépondérant pour faciliter la tâche, pour que Boni Yayi se retrouve à venir au pouvoir en paix. Mais sous son régime, on connaît qu'il y a des difficultés. Et après, les mêmes courants soutien de Boni Yayi ont à un moment donné vilipendé l'Église catholique. Et sous Patrice Talon également, ils ont joué un rôle fondamental pour que Patrice Talon arrive à ce pouvoir. Non pas qu'ils ont donné des consignes de vote, mais ils ont préparé le terrain à ce que nous puissions observer, avoir des périodes électorales assez calmes. Et pour faciliter l'avènement au pouvoir d'un nouvel homme. Et ils l'ont fait également pour que Patrice Talon se retrouve à être au pouvoir aujourd'hui. Et vous avez vu que sous Patrice Talon également, ils n'ont pas eu les mots doux de certains caciques du pouvoir de Patrice Talon. Donc, je pense qu'au-delà de tout, il faut quand même reconnaître à l'Église catholique sa position dans cette dynamique-là qui travaille à ce que nous puissions nous souvenir que nous venons de loin et nous devons travailler à préserver les acquis démocratiques. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, oui, véritablement, nous devons enseigner ce qu'est la conférence nationale à nos enfants. Je suis scandalisé, nous autres, nous avons été à l'école, nous avons fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, ça apporte quoi dans notre vécu? Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, je fais la Troisième Guerre mondiale, je vais faire psychologie après. Ça a quoi à voir avec et c'est la triste réalité. Et donc, alors que la jeune génération ne maîtrise pas. Dans les curricula, quand vous posez la question à certains jeunes aujourd'hui, moi je m'amuse souvent à poser la question à des jeunes autour de moi, des jeunes avec qui je travaille, ils me disent, mais qu'est-ce que vous savez de la Rien du tout. Rien du tout. Presque donc, rien nous du devons voir... Ceux qui cherchent et puis ont une culture générale Même assez... des gens de notre génération, vous leur posez la question... Ils ne maîtrisent rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir dans quelle mesure on peut mettre cette conférence, les acquis de cette conférence, comment ça s'est passé dans les curricula de formation pour que nos enfants apprennent davantage sur l'histoire du Bénin. Il ne sert à rien de vous dire que oui, nous sommes dans un monde global, oui, mais les autres dans leur pays apprennent d'abord les réalités de leur pays. Vous n'allez pas voir la France enseigner, comme vous appelez, l'histoire de la conférence des forces de la nation du Bénin aux enfants français, ce n'est pas possible. Quand bien même la conférence nationale est issue de la conférence de Versailles, parce que c'est la rencontre de Versailles qui a débouché sur la conférence nationale, jamais vous n'allez voir ça dans leur curriculum de formation. Donc je pense qu'il nous revient à nous, au Bénin, les gouvernants, le Conseil national d'éducation, j'ai pu lire, je ne sais pas, attendant la confirmation, que les enfants, à partir de la matinée, doivent avoir 4 ans, et pour commencer aussi, il faut avoir 6 ans. Je pense que le Conseil national de l'éducation doit davantage travailler à ce que les acquis, ce que nous avons comme connu, puisque Hugues l'a rappelé, la conférence nationale, les conférences en Afrique, là, tout est parti. Le Bénin a fait, et les autres ont voulu faire. Le Togo a voulu faire, on a vu la suite. Hein. D'autres pays de la sous-région ont voulu faire, on connaît bien la suite. Donc pour dire que je pense aujourd'hui qu'il faut travailler à cela. Et puis, il revient aussi aux formations politiques de faire ce travail. Je pense qu'au-delà de ce que c'était une formation politique qui organise des messes, des prières, je crois que c'est bon. Parce qu'à faire ça, c'est demander que Dieu touche davantage les citoyens, inspire davantage les citoyens, que nous puissions préserver la paix chèrement acquise. Mais je pense qu'il faut avoir des formations à l'endroit des militants, leur rappeler le sens profond de cette conférence nationale. Et puis, c'est vrai, le débat revient toujours, hein, à PLM Alédio, dans le nouvel hôtel qui sera construit là, qu'on essaie d'avoir une grande salle dénommée salle de conférence nationale, où
quand nous avons des problèmes, parce que d'aucun pas d'assises, le chef de l'État a été clair, il n'y a pas d'assises qu'on peut organiser, mais quand il y a des rencontres, des dialogues entre les acteurs politiques, que ce soit là-bas qu'on se rencontre pour discuter autour de l'idéal Bénin, parce que nous tous, nous passerons un jour, mais le Bénin restera. Donc, je pense fondamentalement que nous avons beaucoup à faire par rapport à cette conférence nationale. Et nous aussi, parents, la maison. Oui, vous imaginez, vous savez, nous avons tout fait de condamner le régime, les pouvoirs publics, nous avons tout fait de condamner les gouvernements, oui, les décideurs, les enseignants, mais nous aussi, nous avons un travail, un rôle à jouer. Il faille qu'en tant que parent, que le parent également maîtrise l'histoire avant de la transmettre. Oui, mais il y a des parents qui maîtrisent, mais qui ne partagent pas ça. Moi, à un moment donné, mon épouse était pratiquement agacée par mes enfants. Pourquoi? Parce que je leur racontais chaque jour l'histoire de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Au point où un de mes enfants était devenu spécialiste de la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui racontait à l'école et qui était apprécié par ses enseignants et ses camarades. Et chaque fois, quand il allume la télé, son problème, c'est de suivre l'évolution de la crise. Donc, si nous ne commençons pas à parler de la confiance à nos enfants, dans une certaine mesure, pour dire voilà comment ça va passer, j'ai vu... Ça va impacter forcément. Et au passage, il faut quand même remercier aussi les enseignants, mais non, j'ai vu sur l'épreuve des armes blancs de mes enfants, qu'on leur pose la question, notamment la loi qui encadre le droit de grève au Bénin, on demande aux enfants de donner leur appréciation sur ça. Ça, c'est des choses, moi, je pense que c'est très bien, mais il faut que quand même la conférence nationale, les différentes périodes que nous avons connues, nous puissions enseigner davantage à nos enfants, pour que demain, quand quelqu'un parmi eux prendra le pouvoir, qu'ils comprennent que nous venons de quelque part et qu'il ne faut pas remettre en cause ces fondamentaux. C'est l'ignorance qui conduit parfois à la violence, à des actes peu orthodoxes qu'on peut condamner. Il faut véritablement donner l'information, et quelqu'un qui a l'information, quand il a le pouvoir, il sait comment s'y prendre. Merci Roland Tonné Ikes, merci Hugues Hector Zogo.